Bonjour Yoann Renaud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc dirigeant de ce groupe GPA, entreprise fondée par votre grand-père il y a 60 ans. Vous êtes basé dans la Drôme. C'est un peu l'histoire de la transformation d'une entreprise familiale que vous allez nous raconter ? Oui, c'est exactement ça. En réalité, l'entreprise a été fondée par mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, et qui ont transmis ensuite à leurs propres enfants et désormais à la 3e génération, peut-être un jour à la 4e génération. Donc c'est vrai, c'est cette longue transformation qui caractérise aussi l'entreprise. En 2007, je crois, après des études de commerce, vous avez notamment travaillé en Chine pour Veolia, déjà sur des projets de recyclage. Vous arrivez dans l'entreprise familiale. Vous apportez quoi? Un regard un peu neuf? Qu'est-ce que vous faites? Quels investissements? Quelle ambition? Si vous voulez, l'entreprise recycle des véhicules. C'est ce qu'on appelle une casse auto. Sauf que cette casse auto était peut-être appelée à se moderniser. En tout cas, c'était la volonté de ma famille d'essayer de l'industrialiser, de la professionnaliser. Et effectivement, après mes études, je suis rentré en France avec un regard peut-être un peu nouveau et différent sur ces métiers du recyclage et ce que pouvait devenir cette industrie. Donc mon travail, ça a été de réfléchir en famille et avec nos salariés sur comment faire évoluer les choses, l'entreprise et ce métier de manière générale. Et c'est ce que l'on fait donc depuis une quinzaine d'années. Oui, et on va rentrer dans le détail. Quelques chiffres. 200 salariés, 58 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Est-ce que c'est une activité en croissance, le secteur, et puis pour le groupe GPA en particulier? Oui, complètement. C'est en croissance, à la fois parce qu'il y a une appétence de la part des consommateurs, en fait, des automobilistes qui cherchent des solutions smart, c'est-à-dire pas cher, quelque part un peu le côté bon plan et puis écologique, donc pour réparer leur voiture, pour l'entretenir, la faire durer plus longtemps. Et à la fois aussi parce que le contexte réglementaire, pour une fois, est plutôt porteur, puisqu'il demande aux réparateurs de proposer une alternative à la pièce neuve. Donc, il demande à ce que les réparateurs puissent faire des devis avec de la pièce d'occasion, de la pièce de réemploi. Et c'est aussi une demande faite aux assureurs, c'est-à-dire qu'il y a les assureurs qui s'engagent plus ou moins d'ailleurs. Vous avez une bonne question sur ce chemin? Oui, c'est un schéma très circulaire, puisque les assureurs sont nos fournisseurs. Nous recyclons des véhicules qui proviennent des compagnies d'assurance, des véhicules accidentés. Et ces mêmes assureurs, derrière, sont nos clients, ou en tout cas des prescripteurs, puisqu'ils utilisent nos pièces de réemploi pour réparer des véhicules qui peuvent être réparés. Donc, voilà, il y a ce côté circulaire aussi, l'assureur qui est à la fois fournisseur et client, et puis une économie circulaire, puisque l'idée sous-jacente, c'est que les voitures redeviennent des voitures lorsqu'on les recycle. Votre ambition, elle a été récompensée. Vous faites désormais partie du top 100 des entreprises distinguées par l'Alliance Industrie du Futur, avec ce label Vitrine Industrie du Futur. Alors, ça récompense quoi? Le caractère novateur, les innovations que vous avez mises en place dans ce projet? Oui, exactement. C'est quelque part le côté à la fois remarquable, quelque chose de visible et d'inspirant. L'exemple de GPA, c'est une entreprise familiale, une PME, qui est un métier notoirement, historiquement artisanal, qui a réussi à s'industrialiser. Donc ça peut inspirer tout un tas de petites entreprises artisanales qui souhaitent amener des logiques industrielles dans leur organisation. Quelles sont les innovations, si on rentre un peu dans le détail, alors l'image un peu basique qu'on peut avoir d'une casse auto et ce qu'est GPA aujourd'hui? Concrètement, c'est ce qu'on appelle principalement du lean management, ou comment organiser le travail pour faire plus de volume, avec une qualité homogène et surtout sans blesser les opérateurs. Et puis en mettant l'humain au cœur de l'organisation, autant que les outils digitaux. Et si on regarde l'humain, c'est rendre son travail intéressant, porteur de sens, que quel que soit le niveau hiérarchique de nos collaborateurs, il faut qu'ils se sentent quelque part du côté de la solution, pas du problème, qu'ils soient inspirés par le sens qu'on donne à leur travail. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qui fait que l'entreprise désormais est remarquable. Ouais. Vous avez évoqué la question de la qualité du travail, des accidents aussi du travail. Le groupe a reçu la médaille de l'Institut national de recherche et de sécurité. Vous avez fait baisser à la fois le nombre et la gravité des accidents, c'est ça? Exactement. Alors,
par chance, c'est un métier qui, historiquement, le taux de gravité des accidents est très, très faible. Mais le taux de fréquence est assez élevé, puisque des petites coupures, des petites projections dans les yeux. Effectivement, l'objectif, c'est ne pas blesser les hommes et les femmes qui travaillent chez nous et faire en sorte qu'ils puissent travailler longtemps. Donc, ni les petites blessures du quotidien, ni le développement de troubles musculo-squelettiques, par exemple, qui sont quand même assez courants dans ces métiers très, quelque part, qui demandent beaucoup de force. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça faisait partie, bon ben voilà, c'est le métier, et on n'y faisait pas suffisamment attention, et vous avez mis en place un programme spécifique. Qu'est-ce qui vous vaut cette médaille de l'Institut national de recherche et de sécurité? À partir de 2016, on a lancé un grand programme d'industrialisation qui visait à construire la première usine, réellement usine de recyclage d'automobiles, que ce soit en France, en Europe ou même au niveau mondial. C'est-à-dire un espace de travail qui soit à l'image de ce que sont les ateliers de construction de voitures. Donc tout a été révolutionné, tout a été... l'homme est assisté par la machine, par l'ordinateur, mais également par la machine, il n'a plus à forcer. Enfin, il est au cœur de ce dispositif-là. Et donc, c'est ce qui en fait vraiment quelque part une expérience un petit peu singulière, une entreprise très singulière. Comment vous recyclez alors c'est vraiment une question de Béotien, mais quand une voiture arrive chez vous, on arrive à recycler et presque aussi à revaloriser quel pourcentage du véhicule? Les véhicules, lorsqu'ils arrivent sur le site, sont d'abord dépollués et ensuite recyclés pour les pièces détachées qui sont encore en état de fonctionner, donc pour du réemploi, mais également pour leur matière. Et donc là, on va sur du recyclage de métaux ferreux, non ferreux, des plastiques, mais également pour la valorisation de certains matériaux, pour faire une valorisation énergétique, notamment pour servir de combustible dans des cimenteries. Au final, le réemploi, plus le recyclage des matières, plus la valorisation de certaines matières, fait qu'on arrive à recycler, réemployer, recycler, valoriser 99,7% de la masse de chaque véhicule. Donc c'est de très loin le bien de consommation le plus On est quasiment à 100%. Est-ce que c'est un pourcentage qui progresse, ou est-ce que de toute façon on arrivait à peu près à faire ça, ou à quel point, comment je peux poser la question, à quel point l'industrialisation que vous avez mis en place permet d'atteindre quasiment les 100%? Ce secteur d'activité, en moyenne en France, arrive à 95% de taux de réemploi, recyclage, valorisation. La vraie différence, c'est dans la hiérarchie des choix, d'un point de vue écologique, il vaut mieux réemployer le plus possible, et si on ne peut pas réemployer, recycler, et si on ne peut pas valoriser énergétiquement, et bien sûr si on ne peut pas aller vers un enfouissement. La question, c'est dans ces 99,7%, qu'est-ce qu'on emmène vers le réemploi, qu'est-ce qu'on emmène vers le recyclage? Voilà. Comment on fait progresser les choses dans cette hiérarchie de choix? Alors vous me disiez juste avant que l'interview ne démarre que vous étiez dans une démarche de définition de raison d'être dans le cadre de la loi Pacte. Pourquoi cette démarche? Quelque part dans notre ADN, mes arrière-arrière-grands-parents collectaient des peaux de lapin et des ossements pour faire de la colle ou de la feutrine. Mes grands-parents collectaient des huiles usagées, des pneus, des chambres à air. On est foncièrement dans notre ADN des chiffonniers, des récupérateurs. Et avec le temps, on a beaucoup réfléchi, quelque part en conscience. On a fait de la RSE, mais qui était une RSE en conscience. On l'a fait pour de bonnes raisons, ça répondait à notre histoire, mais aussi notre volonté d'agir pour un mieux commun, agir notamment pour les hommes et les femmes de l'entreprise, mais aussi pour le territoire. Quelque part, ce qu'on veut désormais, c'est protéger cet ADN en travaillant sur une modification de nos statuts, aller vers le statut d'entreprise à mission, la raison d'être, ses objectifs, le comité mission, les organes de contrôle, pour qu'elle puisse survivre à quelque actionnaire que ce soit, à quelque dirigeant que ce soit, voilà, et que ça reste notre boussole au quotidien, pour les actionnaires, pour les dirigeants, et puis pour l'ensemble de nos collaborateurs, une boussole. Et donc vous l'avez évoqué, on va terminer là-dessus, l'engagement pour le territoire, ça passe notamment par des panneaux photovoltaïques que vous avez déployés sous forme d'ombrières, c'est ça? Donc vous êtes producteur d'électricité? Exactement. C'est un métier qui consomme de l'espace, c'est un métier qui se développe plutôt dans des zones rurales et parfois agricoles. La réflexion, c'était de dire comment on peut rendre au territoire ce qu'il nous a donné. Le site fait 24 hectares, 240 000 m², avec beaucoup de surface extérieure.
on s'est dit que produire de l'énergie pour le territoire, ça pouvait être une bonne idée. Donc on a recouvert tous les espaces de stockage extérieur avec des panneaux photovoltaïques. L'avantage, c'est que ça produit de l'électricité pour les citoyens des 2 villes qui nous entourent. Et puis ça protège les véhicules accidentés de l'eau de pluie. C'est-à-dire que l'eau de pluie qui tombe sur l'entreprise ne ruisselle pas sur les carcasses et ne se charge pas en hydrocarbures. Donc c'est une idée très smart, c'est une bonne idée. On produit l'énergie et puis on protège la nappe phréatique. Le double effet des ombrières photovoltaïques. Exactement. Merci beaucoup Yoann Renaud, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Et si vous choisissiez le transport fluvial pour votre chaîne logistique ?